pour l'instant, bah, je vous invite à vivre cette soirée en se rendant en se rendant dans une librairie, si j'ai bien compris, la librairie Torcatis, où nous rencontrerons les lauréats du prix et comme ça nous passerons du débat à la remise des prix elle-même. Je vous remercie. C'est quand même important pour nous d'avoir ces textes ici. C'est à la fois quelque chose de local et en même temps ça prend une dimension qui est internationale puisque ce sont des textes qui sont extrêmement importants, en tout cas dans les valeurs que lui développe. Nous lui faisons une place très importante puisque c'est un auteur extrêmement important et donc nous participons à ce prix en tant aussi que membre de l'association. Puisque nous avons vraiment les mêmes valeurs, vraiment les mêmes choses à défendre et les mêmes critiques aussi sur la société ce qu'il formulait lui déjà à son époque reste toujours d'actualité, surtout depuis effectivement notre nouvelle municipalité. Pour nous, c'est encore plus important de nous engager dans ce sens-là, de défendre l'esprit critique, de défendre, de combattre vraiment certaines idées nauséabondes qui continuent de se propager encore aujourd'hui au XXIe siècle. Voilà. Je vais me rapprocher du rayon. Oui. Vous allez nous présenter les livres, donc, les lauréats de cette année. Les lauréats de cette année, donc Michael Lowy, La Révolution et le frein d'urgence, publié aux éditions de l'Éclat. Donc voilà, ça c'est... ça fait du bien de voir en vrai... de voir en vrai un livre feuilleté et tout. On peut toucher les livres encore, hein. On n'a pas été... il n'y a pas encore eu la table des matières. Le capitalisme comme religion, enfin voilà, c'est vraiment on peut le voir, hein, des thèmes qui sont extrêmement actuels, on ne se sort pas de ça. Donc Michael Lowy, et donc le deuxième, le prix spécial, de le chemin de Walter Mayamin par Lisa Fitko. Oui, c'est une réédition par le Seuil. Voilà. Donc aussi un livre très important. Sur l'exil. Sur l'exil. Donc des questions aussi dont on n'a pas terminé. Hein. C'est encore toujours très d'actualité. C'est vraiment des lectures qui sont malheureusement quelque part on peut dire universelles et vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui. On aimerait que ça se termine, mais ce genre de voilà, donc ça c'est notre rayon. Et aussi ici, on a aussi tous ces textes chez Rivage, d'autres essais. Et ben voilà, on va conclure sur cette belle image. Merci beaucoup, Elisa. Merci, à bientôt. Quel plaisir de voir des livres, de voir toucher des livres. Quoi de plus précieux que les librairies qui ont un esprit comme la librairie Torcatis, soutien indéfectible dès le début de notre association. Il nous semblait important de débuter cette soirée avec ces livres qu'on touche. Je donne sans plus tarder la parole à Madame Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie, qui a d'emblée été un soutien essentiel à notre démarche depuis le début de l'année dernière. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous remercier vraiment en quelques mots pour votre invitation, pour la séquence qui vient de s'écouler et qui interroge certes l'historien, le philosophe, mais aussi le politique et donc l'élu que je suis. Donc ça m'a, voilà, moi aussi j'ai picoré dans les fils que vous avez pu tirer. Voilà, quelques mots pour effectivement réaffirmer le soutien de la région Occitanie, bien sûr dans l'activité des travaux du mémorial, mais aussi de votre association qui est née dans un contexte bien particulier que j'ai traversé, que j'ai vécu, puisque j'étais moi-même candidate à la municipalité de Perpignan, candidate écologiste, dans un contexte, vous l'avez souligné, à la fois de dédiabolisation, de notabilisation, mais aussi d'une espèce d'anesthésie ou de torpeur, voilà, que vous avez réveillé. Donc, nous serons bien sûr à vos côtés et nous nous associons à ce devoir de vigilance parce que la mémoire
c'est effectivement des valeurs, mais c'est surtout une fidélité à ces valeurs. Et donc, ce sont des actes, des politiques, des soutiens que nous vraiment que nous portons haut et fort en Occitanie. Je pense par exemple au soutien que nous apportons à SOS Méditerranée. Alors j'en parle parce que c'est d'actualité. Hier a été lancée une plateforme avec l'ensemble des collectivités en France qui nous ont rejoints et qui, je crois 27 aujourd'hui, qui apportent leur soutien à SOS Méditerranée. Il y a aussi le soutien que nous avons porté et nous sommes aujourd'hui assez fiers qu'il soit primé du film Joseph d'Aurel, qui est un très beau film aussi qui résonne ici en pays catalan et en Occitanie. Voilà, donc vous dire très simplement notre entier soutien à la mission finalement et de voir que vous êtes fixés au travers de cette association et là aujourd'hui des prix qui seront remis. Merci, merci et à très bientôt. Merci Madame la Vice-Présidente pour vos mots qui résonnent fort. Je trouve que vous évoquez SOS Méditerranée. Que fait SOS Méditerranée, sinon exactement la tâche que Lisa Fitko s'est donnée il y a 80 ans maintenant. L'histoire n'est pas une continuité, n'est pas un continuum, mais elle est faite d'écho, on pourrait traduire comme ça. Un grand merci à vous. Et puisque nous évoquons les forces qui nous ont soutenus, je suis heureux maintenant, vraiment très heureux, un peu ému même, de vous présenter Mona et Kim Benyamin, fille de Stéphane Benyamin, petite fille de Walter Benyamin, que l'on peut considérer de facto, alors je lance publiquement l'invitation, comme les marraines de notre association, finalement, les marraines du prix européen Walter Benjamin. Bonjour Mona, bonjour Kim. Bonjour. Veuillez excuser notre français, ça fait très longtemps qu'on pratique, mais pourtant nous sommes tellement heureuses d'être avec vous ce soir et nous sommes ravis de vous présenter également l'arrière-petite-fille de Ruby. Bon, elle dit bonjour. Bonjour. Nous sommes tellement tristes que nous ne pouvons pas être en réunion pour cet événement en personne, quoi, mais nous pensons autant que c'est une technologie qui aurait fasciné notre grand-père. Je le crois aussi. Oui. C'est un grand honneur et un privilège que les œuvres de notre grand-père et même sa vie continuent d'être une telle source d'inspiration à travers le monde entier. Et nous devons vraiment remercier en fait le travail des organisations comme ce prix, car c'est grâce à vos efforts que ces œuvres continuent d'être diffusées et appréciées le monde entier. Oui, et nous tenons aussi à vous remercier pour ce que nous considérons comme la poursuite de la tâche qui a été entamée il y a tant d'années par des personnes comme Scholem et Adorno. Et Adorno, voilà. C'est bien. Et on Merci. vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour vos mots. Je parlais de généalogie tout à l'heure, qui raconte cette histoire de la tradition. La tradition doit être arrachée au conformisme. La tradition est une valeur. On parlait de valeur, une valeur puissante. La tradition, c'est la transmission, c'est le respect de la mémoire, c'est la production du récit dont on parlait. Je pense que c'est tout ça qu'effectivement il nous faut préserver. Un grand merci à vous. Je passe sans plus attendre la parole à Nathalie Raoult, présidente du jury du prix Walter Benjamin, qui va donc maintenant procéder à l'événement performatif c'est un événement performatif venant de la présidente du jury. Moi je peux le dire, ça n'a pas d'effet. La présidente du jury performe la remise du prix à nos lauréats 2020. Nous sommes en 2021, évidemment, nous avons un petit temps retard lié aux circonstances. Nathalie, c'est à toi.
Merci Bruno, merci Mona et Kim. Je suis moi aussi, c'est pour moi aussi très très émouvant. Et c'est un grand honneur également pour moi de remettre au nom même si la performativité en la matière va être réduite à sa plus simple expression, celle de la parole, c'est un grand honneur pour moi de remettre au nom du jury de l'association pour le prix Walter Benjamin, le prix 2020 à Michael Louis. On ne présente plus Michael Louis et encore moins à tous ceux qui fréquentent de près ou de loin Benjamin, qu'il a puissamment contribué à faire connaître en France et dont il décrypte la pensée depuis des années pour notre plus grand profit et bonheur. Entre autres ouvrages de Michael, je pense bien évidemment à son exégèse des thèses publiées sous le titre Avertisseur d'incendie, dont on a déjà parlé. Mais je pense aussi à un livre qui m'est particulièrement cher et qui est cette remarquable anthologie, on aimerait qu'il y en ait plus comme ça, remarquable anthologie de textes de Benjamin, publiée chez Payot dans la collection du regretté Miguel Abensour, auquel je tiens aussi à rendre hommage au passage, si j'ose dire. Aussi, ça a été pour nous comme une évidence de saisir l'occasion de l'apparition du dernier ouvrage de Michael, un recueil d'articles paru aux éditions de l'Éclat, afin de saisir cette occasion, afin de saluer modestement, à notre modeste niveau, son travail. Ce recueil est intitulé, vous l'avez vu, La Révolution et le frein d'urgence, et il est aussi suggestif que son titre, le titre directement tiré, vous le savez aussi bien que moi, de l'une des thèses de Benjamin. Marx a dit que les révolutions étaient des locomotives de l'histoire, mais peut-être que les choses se présentent-elles tout autrement. Il se peut que les révolutions soient l'acte par lequel l'humanité qui voyage dans ce train tire le signal d'urgence. Le frein d'urgence, aussi bien comme on voudra. Avec ce livre, Michael Louis nous installe d'emblée au cœur des tensions entre actualité et histoire, au cœur des urgences du présent. Je pense en particulier à l'article qui consacre dans ce recueil à Walter Benjamin, précurseur de l'écosocialisme. Michael Louis se situe, comme son œuvre, nous situe, avec et comme Benjamin, dans un champ de tension, un champ de haute intensité, et pour le dire, avec Benjamin, un champ incandescent. Donc merci Michael pour tous ces travaux. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir honoré avec ce prix, Nathalie et les amis de l'association. Je suis aussi ému par la présence de petites filles de Walter Benjamin, bien sûr, et je suis particulièrement honoré de partager ce prix avec Lisa Fitto, une personne pour laquelle j'ai la plus grande admiration, une héroïne du combat de la résistance antifasciste. Voilà ce que je voudrais dire tout d'abord. Merci. Merci Michael. Alors, est-ce que Dominique est connecté? Si c'est le cas, avant de vous laisser dialoguer avec Marc Berdet, on va pouvoir écouter cette lecture en direct, mais je ne sais pas si Dominique est connecté. Ça n'a pas l'air d'être le cas, alors peut-être on pourra l'écouter après. Finalement, c'est bien aussi. Je vois dans cette triangulation, là vous êtes à Paris, Michael. Moi je suis à Bogota, Marc est à Rio. Je vois dans cette chaîne géographique et aussi dans la chaîne temporelle, puisque nous sommes tous les trois de trois générations différentes, je vois dans cette double chaîne une assez belle constellation, enfin quelque chose qui raconte des choses du travail qu'on fait dans l'association, qui d'ailleurs s'appelle prix européen, et vous m'aviez fait remarquer, mais pourquoi européen? La logique de tout ça est internationale et à l'échelle du monde finalement. On emploierait plutôt le mot monde aujourd'hui que le mot international, peut-être est-il daté, mais en tout cas c'est évident que nous sommes
dans une logique du voyage, chère à Benjamin, et que donc, voilà, je vais vous laisser dialoguer avec Marc Berdet, donc, que je présente comme étant un brillant essayiste, chercheur de la nouvelle génération, et qui a été primé, qui a reçu le prix Walter Benjamin, le troisième lauréat du prix Walter Benjamin, moi étant le premier. Donc, là aussi, il y a un enchaînement. Et effectivement, nous pensions que c'était une belle idée. C'est Marc qui soudain a mis cette idée sur la table de dialoguer finalement avec le lauréat suivant, le lauréat de l'année précédente, dialoguant avec le lauréat qui arrive. C'est donc ce qui a eu lieu par un échange d'abord ou par un échange de questions écrites. Et à partir de cet échange, donc, vous avez imaginé un temps oral sur un certain nombre de sujets. Marc, je te laisse la parole. Bonjour. Bonjour de Bogota, bonjour de Rio. Bonjour de Rio. Merci à Belle Mémorial, à Nathalie, à Bruno pour ce beau travail et cet accueil qu'on peut faire à Michael dans cette triangulation qui n'est pas des Bermudes, puisqu'on est bien là. Alors, moi j'essaie, j'ai un problème de connexion, mais apparemment c'est résolu, j'espère que ça va pas sauter. Et j'étais très heureux de pouvoir faire cet entretien avec Michael, qu'on a pu faire par mail et qu'on a pu publier sur le blog du prix, qui a été une manière de reconnaître tant la dimension benjaminienne de Michael que sa dimension de citoyen cosmopolite qui a voyagé et transporté Benjamin à travers le monde. C'est une manière pour nous de dépayser un peu Benjamin, de montrer que l'actualité de Benjamin, elle peut passer par l'Amérique latine aujourd'hui, et pas d'ailleurs, par un travail philologique, toujours nécessaire, sur les textes. Et ce qu'on a voulu un peu honorer en la personne de Michael Levy, c'est de montrer que le travail quasiment talmudique, comme dans ce très beau livre qui est Avertissement d'incendie, une lecture pas à pas des textes sur le concept d'histoire, aller main dans la main avec une vigilance par rapport au moment politique qu'on vit. Et, je pensais, en vous écoutant, en écoutant ce beau débat entre Dominique Chansky et Bruno Tackles, à cette relation entre le présent et le passé que Benjamin essaie en quelque sorte de dynamiser. Et je me suis souvenu de cette phrase qu'il y a dans le livre des passages, où Benjamin note de manière assez abrupte, comme ça arrive parfois dans ce livre très fragmentaire, télescopage est passé par le... Et cette idée de télescopage, qui est le mot que Benjamin utilise en allemand, est assez beau parce que c'est un mot qui porte une métaphore visuelle, donc il y a un cadrage du passé par le présent, mais il y a aussi une rencontre critique qui est même une sorte de choc. Et une rencontre qui fonctionne dans les deux sens, puisque c'est aussi le passé qui saisit le présent. Et c'est le passé qui nous percute d'une certaine manière avec tout ce qui est resté en souffrance en lui, tout ce qui est resté de justice notamment, de justice sociale, de bonheur en souffrance en lui, pour que nous puissions le réaliser. Alors si je dis ça, c'est pour introduire un peu à deux questions que j'aimerais poser à actualité et au fait qu'on soit saisi aujourd'hui par Benjamin et par certaines thèses de Benjamin qui viennent nous percuter, nous télescoper et nous obligeant à récupérer quelque chose du passé pour l'avenir d'une certaine manière. Donc la première question que j'aimerais poser à Michael, c'est sur le moment que nous vivons, qui est étrangement similaire au moment de Benjamin, aux sombres années 30, qui l'ont poussé à la fuite de la France, de l'Allemagne nazie, de la France pris aux frontières de l'Espagne franquiste, et qui n'a pas pu quitter l'Europe, dans laquelle il pensait qu'il y avait encore des positions à défendre.
pour continuer son travail et continuer à penser l'actualité et si on peut sauver l'idée. C'est une constellation assez frappante parce que on vit en ce moment au Brésil, en Europe, une espèce de nouveau visage du fascisme, qu'on pourrait dire avec traverse, pour éviter de transporter dans le temps un terme marqué. Et Benjamin lui-même, les conditions de naissance de notre association sont liées à une situation de montée de l'extrême droite, notamment dans le sud de la France, de l'extrême droite qui s'est mise en position de pouvoir mobiliser Walter Benjamin lui-même. Et faire, après le greenwashing et l'ethic washing, une espèce de Benjamin washing, et de faire disparaître un peu la xénophobie, la haine de l'étranger qu'il peut y avoir dans les programmes de l'extrême droite en mobile Benjamin. Et donc la question que j'aimerais poser pour commencer, c'est comment on peut défendre Benjamin, si on veut, de ce genre d'appropriation, comme Gramsci mobilisé par exemple par l'extrême droite pour certains concepts, et comment on peut se avec Benjamin. Qu'est-ce que Benjamin? Qu'est-ce que c'est des thèses de Benjamin? Ou qu'est-ce qui nous arrive de Benjamin, pour continuer avec cette histoire de scopage, pour pouvoir répondre à ce présent en crise et toujours moins démocratique pour le gouvernement. Donc ça, c'est la première question à Michael. Pour le dire d'une autre manière, Ngrano Salis, est-ce qu'avec Benjamin, on peut encore s'étonner qu'une certaine forme de fascisme soit possible aujourd'hui? Bien. Je pense que la première chose qui est intéressant d'observer, c'est que les écrits de Benjamin sont totalement situés dans un contexte historique, culturel, personnel, biographique, comme on a bien lié dans la conversation avec Denis Péchanski. Oui, il écrit particulièrement les thèses en 1939-40, à un moment précis de l'histoire de l'Europe, bon, ou du monde, hein, c'est les moments, comme disait Victor Serge, où il était minuit dans les siècles. Donc, il est inséré dans un contexte. Mais en même temps, ses écrits dépassent ce contexte. Ils ont une portée universelle. Ils concernent les gens du monde entier, et non seulement les Allemands et les Français, ou les Européens, mais les gens du monde entier. Par exemple, l'Amérique latine. Et je constate cette curieuse constellation qui se fait en ce moment entre nous trois, n'est-ce pas? Bruno qui est en Amérique latine, toi, Marc, tu es en Amérique latine, et moi, je suis un latino-américain à Paris, n'est-ce pas? Bon, donc il y a une constellation là qui fait penser à l'universalité des réflexions de Benjamin, hein? Et en même temps aussi l'actualité, une actualité, les deux choses ensemble, hein, une actualité. Bon, alors, pour répondre à ta question, une des manifestations de cette actualité, ce n'est pas la seule, mais c'est une des plus importantes peut-être, c'est la question du fascisme. La question du fascisme. Bon, parce que Benjamin était une victime du fascisme, ça c'est le plus évident, il était une victime du fascisme, mais c'était un combattant antifasciste, Toute sa pensée, sa réflexion, ses écrits portaient d'une façon ou d'une autre sur comment résister au fascisme, comment combattre, comment comprendre qu'est-ce que c'est le fascisme pour pouvoir le combattre. Et c'est là où il va avancer un argument qui me semble très actuel, très important. Hein. Bon, le fascisme, ce n'est pas une régression, ce n'est pas un retour à des formes pré-modernes, autoritaires, je ne sais pas, pré-industrielles
autoritaire, etc. Non, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. C'était une thèse diffusée dans les années 20-30. Je cite Karl Kautz qui disait en 1900, dans les années 20, fin des années 20, bon, il disait ben, les fascistes, c'est un phénomène italien, parce que l'Italie, c'est un pays semi-agraire. Ça pourrait arriver en Allemagne, qui est un pays industriel, moderne, etc. Bon. Donc, ce type de pensée, c'est contre ce type de pensée que Benjamin se rebelle. Et il explique dans différents écrits, et surtout dans les thèses aussi, le fascisme, le nazisme, bon, ce sont des phénomènes de la modernité, c'est des formes perverses de la modernité. Et c'est pas, faut pas se poser la question, mais comment c'est possible à notre époque, après tout le progrès? Non, c'est justement à notre époque que c'est possible, parce que le fascisme mobilise tous les instruments de la modernité, à commencer par les instruments techniques, les instruments de la technique des guerres, de la technique de domination politique, etc. Donc, il faut rompre avec ces illusions du progrès linéaire, avec cette idée que grâce au développement de la civilisation, etc., bon, un phénomène comme le fascisme n'est pas possible, ou alors c'est une parenthèse, un accident de l'histoire, hein, c'est une autre conception, c'est un accident de l'histoire qui ne pourra pas se répéter, et donc voilà. Et voilà, nous sommes au XXIe siècle, n'est-ce pas, à nouveau confrontés à une espèce de néo-fascisme, à une forme nouvelle du fascisme qui n'est pas exactement celle des années 20-30, bien entendu, mais à nouveau nous sommes confrontés avec cette perversion de la modernité, de la civilisation capitaliste industrielle moderne, qui est le fascisme. Donc, c'est là où Benjamin nous apporte quelque chose d'essentiel, hein, de voir, ne pas tomber dans le piège de cette vision linéaire, progressiste de l'histoire où le fascisme ne peut pas exister, ou alors s'il arrive, c'est une parenthèse, un accident, mais ça ne pourra pas se répéter, etc. Et voilà, nous sommes à nouveau confrontés avec cet ennemi. Et pour le combattre, disait Benjamin, il faut comprendre sa nature. Hein. Il faut comprendre la nature, sinon on n'est pas en situation de pouvoir le combattre efficacement. Donc voilà un élément, disons, de cette étonnante actualité de Benjamin en Europe, bien entendu, et pas seulement aux États-Unis, et en Amérique latine. Parce qu'au Brésil, où tu te trouves, Marc, en ce moment, le Brésil a le triste privilège d'avoir un gouvernement néofasciste, un gouvernement typiquement néofasciste, là, avec des manifestations de type moussolinien, disons, mais aussi des choses différentes. Hein. C'est pas la même chose, c'est pas la répétition du passé, c'est quelque chose de différent. Bon, voilà. Donc, si on veut, disons, la pensée de Walter Benjamin nous donne des armes intellectuelles, politiques, pour comprendre et pour combattre, pour résister contre le fascisme. Et, bon, juste une petite parenthèse, si on voit que, disons, la centralité, disons, de la réflexion antifasciste dans les écrits de Benjamin, qu'il porte sur l'art, sur l'histoire, sur la politique, sur la culture, etc., la tentative de manipuler le nom de Walter Benjamin par une mairie et par des néofascistes, c'est une arnaque. Hein, c'est une arnaque pure et simple. Et je félicite l'association du prix Walter Benjamin de refuser toute complicité avec cette infamie. Merci, Michael. Je vais aller vers ma deuxième question, mais je voulais marquer que j'admire toujours l'éternelle jeunesse de Michael, qui a toujours cette énergie, cette clarté, cette vision, cette rigueur à la fois scientifique et ce volontarisme, je veux dire, politique. Et
Et bon, pour être passé en Amérique latine aussi, au Mexique et au Chili, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes générations sont jeunes sont souvent Michael qui a pu les introduire beaucoup à Walter Benjamin, avec une manière de le lire qui répond, après la succession de dictatures en Amérique latine, à un nouveau désir démocratique, on va dire. Et pour reprendre cette idée double de universalité et d'actualité en relation avec cette jeune génération, il y a effectivement une actualité, peut-être la plus forte que tu mets en avant à la fin de ton livre, La Révolution et le frein d'urgence, c'est la pensée écologique de Benjamin. Cette manière qu'il a notamment de valoriser Fourier, un grand penseur utopiste qui voyait la mer se transformer en limonade et les variétés de fleurs et de terre se multiplier en consonance avec la multiplicité des passions de l'homme. Donc Benjamin arrive à mobiliser Fourier en correctif de Marx, ce qui est peut-être une manière de répondre entre Bruno Bottakès et Denis Péchanski sur le marxisme de Benjamin, c'est que c'est un marxisme expérimental qui incorpore d'autres choses à la manière d'une fusion alchimiste ou surréaliste. Et bon, l'actualité qui nous saisit en ce moment, c'est celle de la crise écologique et notamment de la crise climatique, qui va générer notamment d'autres types de réfugiés, qui va faire revenir le fantôme de Mine. Et cette crise climatique, on ne peut qu'y répondre avec un renouvellement de la pensée écologique qui une universalité, Michael. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau. Et on peut remarquer aujourd'hui qu'il y a une nouvelle forme de militantisme chez les jeunes qui consiste à se soucier non pas avant tout d'eux, mais du monde, du cosmos même, pour aller dans le même sens que cette fable écologique qu'adorait Benjamin, qui était la fable de l'Esabendio, de l'écrivain de science-fiction Paul Scherbart, dans lequel Benjamin va aussi puiser des réponses aux problèmes posés par la technique industrielle moderne. Alors là, ma question, elle irait un peu dans ce sens, mettant en avant à la fois les motifs politiques de Benjamin qui répond à une espèce de crise de civilisation qui s'est encore accentuée aujourd'hui, et en même temps mobilisant certains motifs, je ne sais pas s'ils sont philosophiques ou sociologiques, mais on a l'impression que dans le livre des passages, dans les thèses sur le concept d'histoire, Benjamin essaie de mobiliser une nouvelle manière de voir l'histoire et la nature pour répondre à une crise qui s'annonce, mais sans instrumentaliser les textes de manière immédiatement militante, mais en essayant de faire sortir des motifs fouriéristes, par exemple, qui peuvent ouvrir des lignes de fuite et fissurer, par exemple, le dogme du progrès qu'on trouve jusque dans le communisme. Alors ma question, ça serait quels sont ces motifs écologiques ou fouriéristes, je ne sais pas comment le dire, que tu vois susceptibles d'être mobilisés aujourd'hui face à la crise écologique et avec ses répercussions politiques. Bien. Alors, je pense que Benjamin est un des très rares marxistes de cette époque, les 20-30, qui a des intuitions écologiques très fortes. Je dis marxiste. Je pense que Benjamin est un penseur marxiste. Évidemment, c'est un marxisme hétérodoxe. Mais au fond, est-ce qu'on ne doit pas conclure que le seul marxiste intéressant, c'est les hétérodoxes, hein? Bon, évidemment, c'est un marxiste très hétérodoxe. Sa lecture de Marx est très sélective.
il se situe lui-même dans les camps du marxisme, dans les camps du matérialisme historique, et je pense qu'on doit respecter cette option qui est à la fois intellectuelle et politique. Bon, donc il est un des rares marxistes de ces années-là qui se pose la question de rompre avec la logique moderne, capitaliste, d'exploitation et de domination sur la nature. C'est ça, disons, les termes qu'il utilise. Il critique comme une doctrine impérialiste l'idée qu'il faut exploiter ou dominer la nature. Et ça, c'est une idée très rare à son époque, très rare. Bon, il faut dire que la crise écologique était beaucoup moins importante à son époque. Hein. Elle était au début. Hein. C'est aujourd'hui que c'est devenu la question politique numéro 1 de notre époque. Hein. À mon avis, la question de la crise écologique, la menace de la catastrophe écologique, c'est, à mon avis, la question politique numéro 1 de notre époque. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit Benjamin? Il y a deux choses. Bon, une, c'est cette critique à l'idée de domination ou d'exploitation de la nature, doctrine, idée, idéologie pratique aussi, évidemment, typique de la société capitaliste, hein, moderne, et en même temps, il cherche son inspiration pour une autre façon de se rapporter à la nature, chez des penseurs utopiques, comme Fourier, comme tu as mentionné, mais aussi de pratiques traditionnelles, de pratiques du passé, de pratiques très modernes, très capitalistes, très industrielles. Hein. Par exemple, je cite un passage de Sens Uniques, hein, c'est le livre de 1928, où il dénonce l'idée de dominer la nature comme une idée impérialiste. Et il ajoute, je cite là une phrase, hein, si un jour, dit-il, la société, sous l'effet de la cupidité, est dénaturée au point de ne plus recevoir que par le vol les dons de la nature, le pillage de la nature, c'est ça la catastrophe écologique, c'est le pillage capitaliste de la nature, son sol de cette société s'appauvrira et la terre donnera de mauvaises récoltes. Justement, ces jours-là, le jour est arrivé où, à force de piller la nature, on est en train de récolter quelque chose de très mauvais, qui est le changement climatique, la catastrophe écologique, etc. Et il oppose à ça ce qu'il appelle les plus vieux usages des peuples, qui nous adresse un avertissement, nous garder de la cupidité quand il s'agit d'accepter ce que nous reçûmes de la nature. Bon, voilà. Donc, un hommage aux plus vieux usages. Il revient à cette idée un peu plus tard dans le livre des passages. Dans le passage, à nouveau, il dénonce les pratiques de domination ou d'exploitation de la nature. Il utilise une formule pour ça, la conception assassine, en allemand mörderisch, de l'exploitation de la nature. Conception assassine de l'exploitation de la nature qui est caractéristique de la modernité capitaliste. Bon, mais cette conception-là n'existait pas, et là il s'appuie sur les anthropologues, sur Backhoff, n'existait pas dans les sociétés communistes ou matriarcales du passé. Dans ces sociétés-là, la préhistoire, de la préhistoire dont parle Engels dans l'origine de la famille, dont parle Morgan, dont parle Backhoff. Bon, dans ces sociétés du passé, dans le communisme primitif ou les sociétés matriarcales, la nature était perçue comme une mère généreuse. Eine schenkende Mutter. Une mère généreuse. Donc voilà, ce contraste entre le passé primitif, des communismes primitifs, des peuples des anciens, les plus vieux usages des peuples, en contraste avec la pratique assassine, destructrice
de la modernité catholique. Bon, évidemment, Benjamin ne propose pas de revenir au mode de vie de société matriarcale du passé, c'est pas ça. Il propose autre chose, une utopie de l'avenir. Une nouvelle harmonie entre les humains et la nature. Et c'est là où il s'inspire en Fourier, l'idée de l'harmonie. Il nous faut une nouvelle harmonie entre l'humain et la nature. C'est ça disons. Bon, chose curieuse, entre ces textes de Benjamin et des choses qui se passent les dernières années en Amérique latine, il y a un écho extraordinaire. Extraordinaire. Bon, vous allez m'accuser de faire une lecture latino-américaine de Benjamin. Je plaide coupable. Je plaide coupable. Enfin, mes interlocuteurs, Marc et Bruno, comme ils se trouvent en Amérique latine, ne vont pas me reprocher ça. Mais franchement, si vous lisez les résolutions de la conférence internationale des peuples contre le changement climatique et en défense de la Pachamama, la mère terre, si vous lisez ces textes, les conférences adoptées, c'était à Cochabamba, en Bolivie, en 2010, c'est presque mot par mot ce que dit Benjamin. C'est-à-dire, le capitalisme mène une guerre de destruction contre la mère nature, contre la terre-mère, et il faut s'inspirer dans les pratiques des communautés indigènes du passé qui respectaient la nature, qui avaient un rapport de harmonie avec la nature. Il y a vraiment un parallèle, une constellation incroyable entre ce qu'écrit Benjamin et le texte de cette conférence mémorable de 2010 à Cochabamba en Bolivie. Bon, un mot sur le célèbre frein d'urgence, le frein d'urgence du frein de l'histoire. Bon, évidemment, Benjamin, quand il a écrit cette phrase, il ne pensait pas à l'écologie, c'est évident, c'était pas ça, c'était autre chose, c'était la guerre, le fascisme. Bon, mais la phrase, disons, la réflexion elle-même est incroyablement actuelle, justement en fonction de la crise écologique. Donc, en paraphrasant le texte de Benjamin, on pourrait dire, bon, les révolutions ne sont pas la locomotive de l'histoire, et nous sommes tous deux passagers d'un train suicide, qui est le train de la civilisation capitaliste industrielle occidentale moderne, qui va à une vitesse croissante vers un abîme qui s'appelle l'irréversible catastrophe écologique. Un abîme qui se trouve pas tellement loin, hélas, pas à la fin du siècle, dans les prochaines décennies. Et la chose urgente, c'est de tirer le frein d'urgence. Bon, c'est ça que Benjamin appelait la révolution. Et nous aussi, nous devons les concevoir comme une révolution sociale, une révolution écologique, une révolution socio-écologique ou éco-socialiste, bon, pour arrêter ces trains écocides et nécropolitiques qui nous conduisent à la catastrophe. Bon, voilà pourquoi je pense que il faut relire Benjamin à la lumière de ce qui nous arrive aujourd'hui, qui peut nous arriver demain. Il faut écouter ces avertissements, les avertissements d'incendie. Ils sont très actuels, aussi bien par rapport au fascisme, au néofascisme, que par rapport à la crise écologique. Voilà. Pour essayer de répondre à cette question. Merci beaucoup, Michael, pour ces réponses très nourries qui vont nous donner à penser. Cette réflexion sur Pachamama, la terre-mère, évoque le communisme inca de Mariátegui,
que tu rapproches de Benjamin sur ce thème-là. Ça fait partie des charmes de ce livre, La Révolution et le frein d'urgence, sont ces rapprochements un peu inédits entre auteurs qui ne sont pas forcément et qui ils font un pari similaire sur l'avenir. Merci beaucoup. Un autre marxiste hétérodoxe. Mariátegui, c'était un autre marxiste très hétérodoxe. C'est pour ça qu'il est intéressant. Ton livre et intéressant. ton parcours, même une constellation de marxistes hétérodoxes. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux pour ce bel et vif échange. Et comme nous étions partis pour lire les thèses sur le concept d'histoire, je me permets de terminer votre échange par la fin de la thèse 11 qui dit ceci, parlant justement d'un autre rapport au travail ou d'une pensée du travail qui générait un autre travail. Tout cela illustre un travail qui, bien loin d'exploiter la nature, est en mesure de faire naître d'elle les créations virtuelles qui sommeillent en son sein. À l'idée corrompue du travail correspond l'idée complémentaire d'une nature qui, selon la formule de Ditzen, est là gratis. Ça me paraît une belle manière de clore votre échange. Si Dominique Delpirou est avec nous, est-ce que Dominique Delpirou est avec nous? Oui, je le suis. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Bruno. Alors Bonjour Bruno. On va donc écouter maintenant les mots de Michael Levy, la préface du livre primé, par ta bouche. Merci à toi, Dominique. J'ai découvert Walter Benjamin vers 1978, quand j'ai commencé à travailler sur le messianisme révolutionnaire dans la culture juive d'Europe centrale. J'ai été surtout frappé, au sens d'un coup de poing, par la découverte des thèses sur le concept d'histoire. Comme je le raconte dans le livre que j'ai consacré à ce document unique, que je considère comme l'un des textes les plus importants de la pensée critique depuis les thèses sur Feuerbach de Marx. Dans mon itinéraire intellectuel, il y a un avant et un après cette illumination profane. Dès lors, j'ai commencé à lire, étudier, discuter et ruminer beaucoup d'autres écrits de Benjamin en essayant de mieux comprendre son parcours spirituel et politique. Les essais rassemblés dans ce volume sont le produit de ces tentatives qui s'étendent sur 2 siècles, le XXe et le XXIe. Les thèmes abordés sont extrêmement divers et témoignent d'une lecture très sélective. Certains des écrits les plus importants ou les plus connus de Benjamin ne sont même pas mentionnés. Y a-t-il un fil conducteur au sens électrique du terme, dans cet ensemble arbitraire, hétéroclite et hétérogène? Peut-être. S'il y a un dénominateur commun, une problématique transversale, une boussole aimantée, c'est probablement l'idée de révolution chez Walter Benjamin. S'agit-il donc d'une lecture politique de certains de ses écrits? Oui, à condition de comprendre la politique, non pas au sens habituel, l'action des États, le rôle des institutions, les élections, le Parlement, mais dans les termes singuliers propres à l'auteur des thèses. La mémoire historique des luttes et des défaites, l'appel à l'action rédemptrice des opprimés, inséparablement sociale, politique, culturelle, morale, spirituelle, théologique. Sous cette forme-là, qui n'est pas celle des politologues ou des partis politiques ou des gestionnaires de la gouvernance, la politique est présente dans toutes les réflexions de Benjamin abordées dans ce recueil. Non seulement celles sur Marx, ou l'anarchisme ou le capitalisme, mais aussi celles sur le surréalisme, sur la théologie, l'urbanisme d'Haussmann, sur la nature comme mère généreuse ou sur l'histoire de l'Amérique latine. La plupart de ces essais
ont à voir d'une façon ou d'une autre avec sa réinterprétation du marxisme, parfaitement hétérodoxe, hautement sélective et parfois merveilleusement arbitraire. Il est rare que Benjamin critique Marx. Il s'en prend surtout à ses épigones sociodémocrates ou, après 1939, staliniens. Une des rares prises de distance explicites envers l'auteur du manifeste communiste est tout de même importante. Elle concerne la nouvelle définition de révolution que propose Benjamin comme frein d'urgence d'un monde qui court à sa perte, plutôt que comme locomotive de l'histoire mondiale. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour titre de ce recueil. Cela ne veut pas dire, bien entendu, que ces écrits politiques pré-marxistes soient sans intérêt. Un de ses textes les plus intéressants, les plus actuels, les plus féroces, les plus percutants, c'est le fragment « Le capitalisme comme religion ». Cet aspect politique est loin d'être le seul centre d'intérêt chez Benjamin. Ses recherches philosophiques ou littéraires, ses curiosités, ses passions sont infiniment diverses. Elles incluent non seulement le romantisme allemand, sa thèse de doctorat, et le drame baroque, thèse d'habilitation refusée par l'université, mais aussi les théories du langage et de la traduction, les souvenirs d'enfance, les livres et jouets d'enfants, le cinéma, les passages parisiens, la mode, et bien entendu la littérature, de Goethe et Hölderlin à Dostoïevski et Brecht, ou les questions relatives au judaïsme et au messianisme, liste parfaitement et évidemment non exhaustive. Cependant, si l'on expurge de sa pensée la dimension subversive, révolutionnaire, insurrectionnelle même, comme c'est hélas très souvent le cas dans les travaux académiques sur son œuvre, on rate quelque chose d'essentiel, de précieux, d'inestimable, qui fait de Walter Benjamin un personnage singulier, unique même, une comète en flammes qui traverse le firmament culturel du XXe siècle avant de s'abîmer à Port-Boo sur les rives de la mer Méditerranée. Merci Dominique pour cette lecture de la préface du livre de Michael Levy.